La COP29 a démarré à Bakou en Azerbaïdjan avec un objectif, trouver des financements pour atténuer les changements climatiques et maintenir le réchauffement sous les 1,5 degrés comme le prévoit l'accord de Paris signé il y a 9 ans. Avec nous pour en parler en direct de Bakou en Azerbaïdjan, Lola Valéjo, merci d'être avec nous et bonsoir. Vous êtes conseillère spéciale climat au sein de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Alors, vous êtes à Paris, pardon, vous allez sans doute prendre la direction de Bakou prochainement. L'an dernier, à Dubaï, la précédente conférence des partis avait rassemblé quelques 80 000 participants. Cette fois-ci, semble-t-il, moins de délégués, moins de chefs d'État, moins de dirigeants d'entreprise. Comment l'expliquez-vous ? Alors, il y a évidemment des raisons qui sont tout simplement liées au contexte. On a un chancelier allemand qui vient de dissoudre son gouvernement. On a la nouvelle commission qui est en train de se mettre en place. Et en fait, dans beaucoup de cas, on a aussi le calendrier. Juste avant, on va avoir une grande réunion au Brésil du G20, qui est aussi très importante pour cette réunion climatique, puisque ce sont les pays qui comptent le plus pour notre capacité à tenir nos objectifs climatiques. Donc il y a certes un facteur un peu politique et le fait que le climat baisse au rang des priorités politiques dans beaucoup de pays, mais aussi des questions de calendrier qui l'expliquent partiellement. Le gaz et le pétrole pèsent à eux seuls 92% des exportations de l'Azerbaïdjan. Est-ce que les autorités de Bakou, selon vous, sont sur le chemin d'une transition énergétique et économique ou pas ? Alors c'est important que tous les pays soient représentés par différentes zones géographiques. Donc c'était important que 7 zones des pays de l'Est soient représentées. L'Azerbaïdjan, c'est à la fois se sait obligé par ce rôle de présidence de COP, mais en même temps investit massivement pour augmenter sa production de gaz naturel, qui est une des conséquences du réchauffement climatique. Donc de ce point de vue-là, c'est pas une présidence qui est exemplaire, et je pense que c'est aussi intéressant qu'on pointe le doigt sur les contradictions des pays hôtes. On l'a fait l'année dernière pour les Émirats arabes unis, et c'est encore quelque chose qu'on retrouve pour l'Azerbaïdjan cette année. Alors voici ce qu'a déclaré à l'ouverture des débats le patron de l'ONU Climat, Simon Stiell. Il est temps de montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort, elle est à la hauteur du moment. Il n'a pas cité les États-Unis, mais on imagine qu'il y pensait fortement avec la victoire il y a 6 jours de Donald Trump. Est-ce que vous redoutez les conséquences du retour à la Maison-Blanche du républicain ? Évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle. Donald Trump, c'est un président climato-sceptique qui a fait beaucoup de mal sur la politique climatique aux États-Unis. Il a non seulement fragilisé les institutions en charge de la protection de l'environnement, mais surtout il a annoncé qu'il ferait beaucoup plus dans ce nouveau mandat et notamment qu'il s'attaquerait beaucoup plus directement aux fonctionnaires américains eux-mêmes. Donc c'est évidemment une mauvaise nouvelle. La grande incertitude, c'est dans quelle mesure il va y avoir un effet de contagion de plusieurs pays qui pourraient être proches du président Trump, par exemple l'Argentine ou le Venezuela. Mais on peut aussi s'attendre à une sorte de sursaut parce que l'Union européenne et la Chine, notamment, sont les 2 gros blocs qui, face aux États-Unis, sont obligés de revitaliser le multilatéralisme climatique. Et ce sont 2 blocs qui ont beaucoup investi aussi dans la transition climatique, pour des raisons économiques et pas seulement pour des raisons scientifiques. Alors on va voir le grand objectif et le grand enjeu de cette COP29. Il s'agit de fonds, d'argent, de financement, notamment envers les pays du Sud pour les aider à faire face à cette crise climatique. Restez avec nous. J'aimerais montrer d'autres acteurs, pas forcément les chefs d'État, présents ou absents, comme on en a parlé. Reportage signé Anne-Sophie Pierry. La COP29, ce sont des ministres, des représentants nationaux, mais aussi des organisations environnementales telles que WWF ou encore la Croix-Rouge, dont les activités sont directement concernées par les conséquences du changement climatique. Alors pour cette édition, le secrétaire général a fait le déplacement en personne. Ces dernières années, 80% de nos interventions sont liées à des catastrophes naturelles. Donc grâce à notre expertise, nous pouvons contribuer de multiples manières et donner des arguments solides en faveur de certaines décisions. Dans les couloirs de la COP29, on croise aussi des représentants du secteur privé, comme ce chef d'entreprise belge qui exerce dans le domaine du retraitement des déchets hospitaliers. Pour lui, la COP est aussi une occasion unique de faire avancer ses propres enjeux. On peut, à travers tous les stands comme celui-ci que vous avez derrière moi, aller voir les ministres de la santé, de l'environnement directement. On a assez facile accès à eux, ce qui n'est pas le cas quand on va dans leur pays directement.
La jeunesse est aussi représentée, comme cette chercheuse, une franco-anglaise de 23 ans. Encore trop reléguée aussi au rang de personnes qui sont un peu là soit pour faire joli, soit pour je sais pas, juste être là, voilà, boucher les trous. Aussi, mais en fait finalement on est aussi là pour corriger les discours officiels, on est là pour offrir aussi un contrepoids, c'est pour ça que c'est important que nos récits soient entendus à nous. Ces participants ont 2 semaines pour tenter de faire entendre leur voix dans les négociations. Voilà donc pour d'autres acteurs que les officiels, si l'on peut dire. Peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Il y a la question de l'argent qu'on va aborder, mais il y a aussi celles et ceux qui agissent concrètement pour justement trouver des alternatives. Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, dans les COP, on parle de plusieurs choses. On parle de se fixer des objectifs et des efforts qui sont faits ou pas suffisamment faits par les pays. Et les pays sont un type d'acteurs, mais vous l'avez dit, il y a aussi les entreprises et la société civile au sens large qui avancent concrètement. Mais en même temps, la COP, c'est un moment international pour parler des questions de justice et de comment est-ce que les pays développés en particulier peuvent aider les pays en développement qui ont moins de moyens et des points de départ différents à atteindre les objectifs collectifs. Donc c'est très important qu'on ait ces moments pour prendre le pouls de l'action climatique internationale et ce soit un moment de pression et de catalysme qui est absolument international et simultané dans le monde. Alors les besoins se chiffrent à au moins 1 000 milliards de dollars par an d'ici 2050, d'ici 25 ans. C'est moins de 1% du PIB mondial. Dit comme ça, on dit que ça peut le faire, mais dans un contexte de rigueur budgétaire, c'est compliqué. Où trouver l'argent selon vous ? C'est effectivement très compliqué. Peut-être pour mettre aussi en contexte, aujourd'hui, on a un objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par an. C'est un objectif qui a été atteint avec 2 ans de retard, d'après l'estimation de l'OCDE. Et on sait que c'est bien évidemment en deçà des montants nécessaires, qui sont plus de 10 fois plus importants. Donc, une des choses qui semble vraiment importante, c'est de diversifier les sources. Évidemment, les budgets publics vont être très importants, mais on a aussi besoin d'aligner, par exemple, les banques publiques de développement, qu'elles soient nationales ou multilatérales, comme la Banque mondiale ou des banques régionales, et aussi de mobiliser le secteur privé, qui, notamment quand c'est pour investir dans des technologies propres, le renouvelable ou les véhicules électriques ou la mobilité propre au sens large, peut compléter ces financements publics. Et puis, il y a aussi de nouvelles sources qui sont en train d'être discutées, qu'on appelle des sources innovantes, qui pourraient être, par exemple, pourquoi pas, créer des nouvelles taxes sur des secteurs qui sont assez exemptés aujourd'hui, comme l'aviation ou le maritime international. Alors, pour l'instant, les énergies renouvelables viennent s'ajouter aux énergies fossiles plutôt que de les remplacer, même si dans le monde, on imagine que la situation n'est pas uniforme. Pourquoi ça n'avance pas plus vite ? Alors, on essaie de faire changer un paquebot. Le système énergétique, c'est absolument massif. Il faut quand même rappeler le chemin parcouru. Aujourd'hui, on a pour 1 euro investi dans les énergies fossiles, on a près de 2 euros investis dans les énergies renouvelables. Il y a 5 ans, on n'était pas du tout dans ces montants-là et dans ce ratio-là. Donc aujourd'hui, la révolution des énergies propres, elle est en marche et elle est vraiment significative par rapport aux énergies traditionnelles fossiles. Sauf qu'il y a 2 problèmes. Non seulement il faut que ça aille beaucoup plus vite, mais surtout on a un problème en termes de distribution géographique. C'est que cette accélération dont j'ai parlé, elle est très concentrée dans les pays développés et surtout en Chine, mais elle laisse vraiment de côté la plupart des pays en développement. Et c'est aussi ça qui va être mis sur le devant de la scène dans cette COP à Bakou. Vous parliez de la Chine, mais en même temps, le tout électrique, ça pose aussi des questions pour la planète. On parle notamment des batteries, des bus électriques et bien entendu de tous ces petits composants qui composent nos téléphones portables. Alors effectivement, il ne faut pas penser que tout électrifier en soi, c'est toujours une meilleure chose. On peut quand même rappeler que, en fait, l'économie fossile, c'est aussi une économie extractive et qui, en fait, en termes de volume, extrait beaucoup plus de choses du sol que ce dont on a besoin pour la révolution électrique. Mais surtout, si on entre dans l'ère de l'électricité, au lieu de rentrer pour sortir des énergies fossiles dont on dépend aujourd'hui, on a aussi la possibilité de donner beaucoup plus de place à la circularité, c'est-à-dire de faire attention à recycler beaucoup plus les batteries que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est un défi parce qu'on n'y est pas encore, mais on sait qu'on a absolument toutes les technologies et même le business model pour déployer ce genre de solutions. Sauf que c'est des choses qu'il faut absolument mettre en place avec des réglementations adaptées. Les décisions prises à Bakou en Azerbaïdjan auront-elles, selon vous, un impact sur le respect des accords de Paris ? Rappelons-le, ça avait été présenté comme un accord historique.
Alors l'accord de Paris, il est historique parce que pour la première fois, on a tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, qui s'accordent sur un objectif ambitieux aligné avec ce que la science nous dit est nécessaire pour éviter les pires effets du réchauffement climatique. Sauf que ça a posé le cadre, l'objectif et les obligations des pays. Mais ensuite, l'important, c'est bien sûr de faire vivre cet accord. Et ça, le relais, c'est bien les engagements que mettent les États et que doivent réviser les États petit à petit, tous les 5 ans, suivant des cycles établis. Et donc, un des gros tests, justement, du succès de l'accord de Paris, ça va être aussi les prochains engagements que vont mettre les États sur la table l'année prochaine, qui vont courir jusqu'à 2035. Pour l'instant, on sait que ces engagements, ils sont bien en deçà des efforts qui sont nécessaires. Et évidemment, les États-Unis, avec l'administration Trump, le deuxième émetteur aujourd'hui, qui va sans doute se retirer de l'accord de Paris, c'est une très mauvaise nouvelle. Néanmoins, il faut quand même voir que beaucoup de pays vont prendre des engagements plus ambitieux. Et puis, il faut quand même donner confiance à ce système multilatéral parce que ça résonne en dehors des murs de ces négociations officielles. Et ça envoie aussi des signaux au monde de l'entreprise qui sont très importants. L'année dernière, on a pour la première fois fixé un cap pour tripler la capacité d'énergie renouvelable installée dans le monde et pour sortir des énergies fossiles. Maintenant, à cette COP-ci et à la suivante, il va vraiment falloir que tous les acteurs, pas seulement les États, pèsent de tout leur poids pour faire vivre ces mots d'ordre. Merci beaucoup Lola Valéjo d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde en ce premier jour donc de la COP 29 qui doit durer jusqu'au 22 novembre prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.